Alors certains d'entre vous se demanderont pourquoi je parle encore de Chloé Framery, d'autres parleront peut-être d'obsession, mais il faut reconnaître que c'est un personnage médiatique en Suisse. Elle prend de la place dans le débat public et elle intrigue un public qui souvent n'a pas connaissance de ses réelles idées politiques. C'est donc important, selon moi, d'apporter un éclairage, une mise en perspective critique. Alors une amie m'a prêté son ouvrage intitulé La Suisse au cœur. Le livre est un peu abîmé, elle a malencontreusement renversé un liquide dessus, mais rassurez-vous, il reste lisible. Ce détail n'est pas très grave, d'autant que le contenu vaut surtout pour l'analyse qu'on peut en faire. Alors d'emblée, le sous-titre m'a fait sourire par son côté narcissique, hein, biographie d'une résistante des années 2020. Alors j'aurais envie de rajouter biographie d'une résistante autoproclamée des années 2020. Alors je l'ai lu en intégralité, c'est pour moi indispensable. On ne critique pas sérieusement un livre qu'on ne lit pas. Donc elle commence par 2 pages entières de citations, suivies de 6 pages de remerciements, dont une mention à Salim Lahibi, connu pour avoir copieusement insulté notre ami le regretté Stéphane Blais. Ensuite, elle rend un hommage appuyé sur 2 pages à des proches décédés en 2017 et 2024. Alors, première remarque de fond, page 24. L'introduction arrive tardivement et contient une phrase qui a retenu mon attention. Pour commencer, je ne suis ni anti ni pro, je suis une femme non-binaire, rien à voir avec mon orientation sexuelle, c'est-à-dire que pour moi, rien n'est tout blanc ni tout noir. J'ai des raisonnements nuancés et je peux écouter tout le monde, mes alliés, comme mes détracteurs. D'autre part, je n'aime pas les étiquettes c'est pour les pots de confiture, or je ne me vois pas comme un pot de confiture. Donc elle affirme être capable de jugements nuancés. Je vais vous montrer plus tard pourquoi je pense que ce n'est pas le cas, en particulier sur la question migratoire et dans les critiques qu'elle m'adresse. Donc chapitre 1 et 2, l'enfance, une petite fille très sage, de le chemin de l'école. Sont pas très longs. Donc les chapitres 1 et 2, consacrés à son enfance, sont à mon sens les plus réussis. Ils sont courts, mais touchants. Elle évoque ses racines, son histoire familiale, sa relation difficile avec son père. C'est une sorte de psychanalyse qui affleure. Et franchement, elle aurait dû développer cette introspection au lieu de se disperser dans d'autres chapitres beaucoup moins solides. Alors, chapitre 3, mes débuts militants. Alors, le militantisme. Elle revient sur son militantisme. Alors, c'est un passage plutôt intéressant. Elle y est à sa place sur le terrain, mais elle sort très vite de ce rôle et prétend devenir chercheuse, lanceuse d'alerte, voire journaliste indépendante. Des titres qu'elle revendique sans réellement les assumer intellectuellement. Elle n'a pas, selon moi, les épaules idéologiques pour aller au-delà du simple militantisme. Dieudo, l'homme aux shorts. Alors dans le chapitre 4, elle parle de Dieudonné. Page 72, elle évoque une relation amicale. Mais quand on lit entre les lignes, difficile de ne pas y voir une liaison amoureuse. Je vous lis un passage. Son spectacle, en vérité, je le verrai 14 fois en tout, car c'est bien le minimum pour connaître quelqu'un. 14 représentations, 14 voyages à Paris, 14 discussions nocturnes.
Donc elle parle de 14 voyages à Paris pour voir le même spectacle et de 14 nuits passées avec lui. Page 80. Je n'ai jamais reçu de réponse à ce message du 24 juin 2022, ni au suivant d'ailleurs. La cause que nous défendions n'a finalement pas été renforcée par notre relation entre guillemets amicale, fraternelle et militante, qui s'est éteinte pour une raison que je n'ai pas comprise, car je n'ai jusqu'à aujourd'hui pas eu la moindre explication de la part de l'intéressé. Donc on sent la déception sentimentale, hein. Là où elle est habituellement transparente, elle devient étrangement vague, et ce manque de cohérence nuit à sa crédibilité. Alors je passe rapidement sur le chapitre consacré à Francis Lalanne, un personnage sans grand intérêt pour moi, surtout au vu de ses positions pro-israéliennes. Chapitre 6, la chasse aux complotistes est ouverte. Alors dans le chapitre 6, elle me consacre une demi-page sans jamais citer mon nom. Je vais vous lire le passage. Page 115. C'est à partir du 9 mai que j'ai vraiment senti que mon anonymat était compromis. C'est le 9 mai que Le Temps a déclaré ouverte la chasse aux complotistes avec son article « Les complotistes s'enflamment autour du coronavirus ». Cette désagréable intuition s'est renforcée avec d'autres articles de presse, certes, mais aussi avec les vidéos qui ont commencé à pleuvoir de toutes parts, faites par de parfaits inconnus, qui avaient manifestement du temps à consacrer à commenter la personnalité présumée de Chloé Framery. Dans ces vidéos, j'étais décrite tantôt comme Jésus, tantôt comme une reptilienne pro-Soros, tantôt comme une facho d'extrême droite, tantôt comme une gauchiasse immigrationniste, quand ce ne fut pas les poétiques Garage à bite ou Pauvre conne. L'un de mes trolls les plus assidus a fait 27 vidéos sur mon compte. L'une d'elles commençait par cette phrase « On va faire un petit peu de Chloé bashing, car c'est toujours amusant ». Même après le Covid, la production des trolls est restée féconde. Ma période électorale à l'été-automne 2023 a par exemple beaucoup inspiré ce youtubeur dont j'étais apparemment devenu l'obsession principale. Il a produit 11 vidéos en 4 mois sur Chloé Framery. Donc, elle me qualifie de youtubeur alors que je suis journaliste indépendant et écrivain. Bon, ça c'est pas très grave. Donc le fait qu'elle cite pas mon nom, c'est dans un but bien précis à mon avis. Si elle le faisait, certains curieux pourraient aller voir mes vidéos et constater que mes critiques sont argumentées, étayées et surtout justifiées. Donc elle affirme que je lui ai consacré 27 vidéos et que certaines ont été mises en privé. C'est vrai, j'ai estimé que certaines étaient redondantes ou devenues inutiles avec le temps. Aujourd'hui, il en reste environ 15 visibles dans la playlist intitulée L'opposition en carton, qui contient 37 vidéos au total, où je parle aussi de Salim Laibi, Jim Leveilleur et d'autres figures du genre. Il faut quand même rappeler un élément essentiel, ma chaîne compte plus de 1000 vidéos. Donc même en prenant les 27 vidéos initiales, cela ne représente que 2,7% de mon contenu. Et aujourd'hui, avec 15 vidéos restantes, on est à 1,5%. Autrement dit, on est loin d'une obsession ou d'une chaîne dédiée à sa personne. Ce genre de chiffres, présentés sans contexte, sert simplement à construire un narratif victimisant. Donc elle m'accuse presque d'avoir utilisé des insultes que je n'ai jamais prononcées dans ma vidéo. Si cela avait été le cas, elle m'aurait très probablement attaqué en justice.
Elle mélange manifestement mes propos avec des commentaires anonymes sur Internet. C'est flou et un peu malhonnête. Et enfin, elle lit mes critiques à la période du Covid. Or, ce n'est pas le sujet de mes critiques. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours dénoncé la gestion de la crise sanitaire, peut-être même avant qu'elle ne se fasse connaître sur ce sujet. Ma critique principale porte sur sa vision de l'immigration, et c'est là qu'elle révèle ses véritables limites idéologiques. Donc elle se prétend nuancée, mais sur la question migratoire, elle adopte une posture très dogmatique. Dans plusieurs extraits vidéo, et notamment lors d'une interview que j'ai faite avec elle, elle affirme clairement être pour l'accueil de tous les migrants qui posent le pied sur le sol suisse ou européen. Alors ce discours, à mes yeux, fait le jeu de personnalités comme George Soros, qu'elle prétend pourtant combattre par ailleurs. Alors, moi, je suis pas du tout contre l'immigration, en fait. Ça, c'est certaines étiquettes, certaines peut-être personnes vont connaître cette étiquette-là. Non, moi, j'estime on doit tous avoir les mêmes chances, les mêmes conditions de vie pour pouvoir donc vivre dignement et s'épanouir. Et je suis contre toute forme de filtre aux frontières. Donc, pour moi, j'ai eu la chance de naître à Genève. Et si j'étais née en Somalie, en Érythrée, en Éthiopie, j'aimerais évidemment rester là-bas, puisque c'est mon pays, c'est le pays d'origine je pense que nos racines sont importantes. Mais vu qu'on fait la guerre à ces pays-là, donc nos multinationales et nos gouvernements font des guerres à ces pays-là, eh bien, c'est totalement légitime, à mon avis, que les habitants cherchent refuge dans des pays qui sont plus calmes et surtout les pays qui fomentent les guerres qui précisément les mettent en insécurité sur leur propre terrain, dans leur propre maison. Donc, je trouve que c'est la moindre des choses qu'on les accueille en fait. Donc, si elle avait dit que la Suisse devrait être plus généreuse mais aussi plus ferme, en distinguant entre les demandeurs d'asile et délinquants à expulser, cela aurait été défendable. Mais là, elle est dans une posture d'ouverture inconditionnelle, elle tombe dans une contradiction profonde, critiquer les structures mondialistes, tout en promouvant leur principal cheval de bataille, la libre circulation des personnes. Deuxième extrait, si vous n'êtes pas convaincu par sa posture. Donc si je résume, Oui. quand un migrant érythréen demande l'asile, il faut l'accueillir et il ne faut pas l'expulser sous aucun prétexte. Érythréen, béninois, marocain, ou quel que soit le pays, je trouve que les humains ont le droit de vivre. Non, mais on doit tous les accueillir ou quoi ? Oui, moi si ça tenait à moi, je les accueillerais. Alors, concernant les chapitres 7 et 8 sur le Covid, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je n'avais pas attendu Chloé Framery pour refuser le vaccin, ni pour réfléchir de façon critique à la gestion gouvernementale de la crise. Rien de très neuf ici. Chapitre 9. Alors, elle reconnaît avoir publié illégalement une conversation avec sa conseillère du chômage. Je publie sans la citer le petit enregistrement audio que j'ai fait de ce début de conversation prometteur sur mon canal Telegram. Alors ce n'était pas très intelligent, hein, et elle a été condamnée pour cela. Cela montre un manque de discernement juridique et stratégique. Chapitre 10, elle évoque un conflit avec un réalisateur. Honnêtement, ce passage est sans grand intérêt. Alors, chapitre 11, tentative politique. Alors, elle s'imagine que ces échecs politiques sont dus au système qui serait contre elle. Je pense plutôt qu'elle surestime son audience.
Aller à ces réunions, le public est composé essentiellement de boomers, hein, la moyenne d'âge doit être de 75 ans, donc ce n'est pas une base électorale solide ni générationnellement diversifiée. Ok, c'est long. Chapitre 12, Le monde selon Klaus Schwab. Alors elle y fait une présentation scolaire très convenue, hein, page 242. Elle se décrit comme une archéologue des vérités. Hein. Durant ces fouilles archéologiques auxquelles je me suis livré depuis toutes ces années, j'ai découvert qu'invariablement, les documents trouvés sur le site du Forum économique mondial convergeaient vers 4 pôles: la surveillance de masse, la restriction des libertés, la technologie numérique et la gouvernance mondiale. Bon, en réalité, c'est plein de la palissade. Je recommande plutôt les publications de l'édition Contre-Culture, bien plus rigoureuses sur ces thématiques. Alors dans le dernier chapitre, elle présente son monde idéal. Alors je commenterai pas en détail. C'est un mélange de vœux pieux et de slogans sans structure. Et enfin, en page 276, j'ai été parfois comparé à Jeanne d'Arc ou à Winkelried, ce héros suisse qui s'était projeté, selon la légende, sur les lances ennemies pour ouvrir une brèche et permettre la victoire de son pays lors de la bataille de Sempach en 1386. Donc, elle déclare que certains la comparent à Jeanne d'Arc ou à Winkelried. Alors, elle admet ne pas avoir leur dimension sacrificielle, et c'est heureux. Hein. Contrairement à lui, je n'ai pas péri et je n'estime pas que je me suis sacrifié. Donc, Jeanne d'Arc combattait les Anglais, Winkelried s'est jeté sur les hallebardes autrichiennes des Habsbourg. Et si je veux être un peu taquin, Chloé Framry, elle, accueille les migrants à l'aéroport avec des pancartes « Refugees welcome ». Chacun son combat. Alors merci d'avoir suivi cette critique jusqu'au bout. J'ai souhaité rester factuel et analytique, même si le sujet peut paraître polémique. Le livre de Chloé Framry n'est pas inintéressant, mais il est traversé par des contradictions, des exagérations et parfois une mise en scène de soi peu assumée. À chacun de se faire son opinion, mais au moins maintenant vous avez les clés de lecture. À très bientôt pour une prochaine vidéo.